On dit souvent qu'il n'y a pas de mode d'emploi sur la parentalité, qu'on apprend sur le tas. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi personne n'en a jamais écrit un? L'objectif de cette vidéo, c'est de vous transmettre 5 anecdotes qui ont fait évoluer ma compréhension de la parentalité dans ma position de père. Tu vas sur YouTube, il y a énormément de mamans qui partagent leurs témoignages. Il n'y a pas autant de papas qui partagent le leur. Je suis devenu père à 23 ans et ça a totalement bouleversé ma vie. Au-delà de la bouleverser, ça m'a défini. Je ne peux pas me dissocier de ce rôle-là. Et c'est quelque chose que j'ai pris très à cœur parce que pour moi, les familles sont les socles de la société. Si la société va mal, c'est en partie parce que les familles vont mal. Alors, peut-être que tu n'es pas père parce que tu es une femme qui regarde ma vidéo en ce moment. Peut-être que tu n'es pas père parce que tu es trop jeune ou peut-être tu ne souhaites même pas devenir père parce que quand tu regardes le monde, tu n'as pas envie d'infliger à tes enfants de grandir dans ce contexte. Mais cette vidéo te concerne quand même parce que ce qui est sûr, c'est que pendant ton voyage sur ce vaisseau spatial qu'on appelle la Terre qui tourne autour du Soleil, tu vas rencontrer quelqu'un qui a soit vocation à devenir père, soit qu'il est tout juste, soit qu'il est depuis longtemps. Et cette vidéo n'a pas pour objectif de changer sa vie, non, juste d'ouvrir un espace pour discuter de la paternité, pousser la réflexion, échanger des informations et juste avoir une conversation publique sur un thème qui n'est pas très souvent abordé de manière saine, je trouve, sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, je suis allé voir le nouveau film Superman de James Gunn avec Océane et j'étais surpris de voir que l'archétype du père n'avait toujours pas changé. En grand 2025, le papa, c'est toujours un homme qui se sacrifie pour sa famille sans avoir de disponibilité émotionnelle pour ses enfants. Quand ils sont petits, il n'ose pas leur dire « je t'aime » parce qu'apparemment, il travaille trop et il attend que ceux-ci deviennent adultes, accumulent des traumas et finalement traversent quelque chose de très, très, très difficile dans leur vie pour aller les voir et leur dire « I'm proud of you, son ». Et là, tout le monde pleure dans la salle. C'est totalement fucked up. Selon moi, cette petite absence d'affection, ce qu'elle crée chez un enfant qui devient un adulte, et j'y associe pas un garçon comme fille, c'est une incapacité à naviguer correctement le thème de l'affection masculine. Ça engendre des hommes qui ne savent pas aimer les femmes correctement, ils font n'importe quoi, et des femmes qui ne savent pas choisir leurs hommes correctement. Elles choisissent n'importe qui. Alors oui, le silence émotionnel de la part du père n'explique pas à lui seul ce genre de conséquences, hein. Bien sûr, il y a tout un tas de facteurs et de choses qui participent. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'on s'en sortirait mieux, et je suis totalement convaincu qu'on s'en sortirait mieux si le père prenait un peu plus ses responsabilités émotionnelles dans le cadre familial et disait « je t'aime » à ses enfants beaucoup plus souvent. Si on prend ton cas, par exemple, et que tu as eu la chance et l'opportunité de connaître ton père et que celui-ci n'était pas un sociopathe ou un alcoolique fini parce que il en existe, tu sais exactement comment tu te sens à chaque fois que cette personne te regarde et te dit « je t'aime, je suis fier de toi ». Mon fils ou ma fille. Ce petit signal positif que tu peux ressentir quand cette personne te dit ça, tous les êtres humains méritent de le ressentir le plus souvent possible. Et encore plus, les enfants. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Et cette petite goutte d'eau d'émotions positives, elle peut faire la balance quand tu regardes le nombre d'émotions négatives que tu vas forcément ressentir vu l'état du monde actuel. Moi, je dis tous les jours à mes enfants que je les aime, matin, midi, soir, le jour de mon enterrement. Si jamais je disparais aujourd'hui, ils ne pourront pas dire « cet homme-là ne nous le disait pas souvent, mais il nous aimait, il aimait sa famille ». Non, je le dis tout le temps, je le dis à qui veut l'entendre, hein, parce que ça coûte rien et ça apporte tellement de bonheur. Ça m'empêche pas d'être sévère, parfois. Enfin, quand c'est important de l'être, on va tout de suite rentrer dans la première anecdote. C'était il y a 3 ans. Ohio avait entre 9 et 10 ans, je me rappelle plus exactement. Une amie d'Audrey était tombée sur une annonce de casting pour les besoins d'un tournage où il recherchait un enfant de plus ou moins cet âge qui était bilingue français-anglais sur Paris. Elle envoie l'annonce à Audrey, Audrey m'envoie l'annonce et moi je la montre à Ohio parce que j'étais avec lui à ce moment-là. Je dis « est-ce que ça t'intéresserait ?» Et le gars me dit « oui ». Mais t'es pas acteur, mec! Qu'est-ce qui te prend? Et il me dit oui, il me dit j'ai vraiment envie de le faire. Et c'est pas à prendre à la légère. Et c'est ça que j'essaye de lui communiquer à ce moment-là, c'est Ohio. Au-delà d'un casting, c'est potentiellement un travail. Parce que si tu réussis ton casting, si tu es pris dans ce film, on savait pas si ça allait être un court-métrage, un long-métrage, une série, si ça allait être un rôle principal ou un rôle secondaire, mais dans tous les cas, si jamais tu es pris, tu es sélectionné et que tu décides d'aller jusqu'au bout de l'aventure, tu choisis de t'aventurer sur le chemin du professionnel. C'est un taf. Tu vas avoir des contraintes, tu vas avoir des responsabilités, il va y avoir des exigences placées sur tes épaules. Est-ce que tu es sûr que tu veux le faire? Oui, papa! Alors, il n'en fallait pas plus. Hi, my name is Ohio. I'm 9 years old. I like to eat pizza. I'm really good at
athletics stuff, like cartwheels. I can do 5 in a row. I can't do one in this room, too small. And can you speak French? Oui, oui, je peux parler français. Je fais aussi des vidéos YouTube, j'ai oublié de dire ça. Et j'aime bien comme chiller. Ça veut dire quoi, chiller? It just means like chilling, like on the couch, on the carpet sometimes, watching something, learning something. I like learning, especially when it's interesting. Like, I learned fractions last year. Even this year I learned fractions. Est-ce que tu ressembles à un enfant de 10 ans? Don't know, I just look like my average age. But I can't act like one. Parfois les gens disent que j'ai l'air plus vieux. But I'm really 9 years old. So. Voilà, c'est moi, Ohio. On finit par envoyer le film au casteur et ceux-ci nous répondent dans l'heure presque. C'est génial, est-ce que vous êtes chaud pour une première audition? Il nous envoie une première page de scénario, Ohio apprend les répliques de son personnage et puis on cale un zoom. Lors du zoom, le casteur lui demande juste de réciter sa page. Il le fait brillamment bien. Et donc le casteur lui dit « faut que tu viennes à Paris pour continuer les castings ». Il nous envoie une dizaine de pages de scénario ainsi qu'un peu plus d'informations sur le film. Il s'agissait en fait de la série Walking Dead, un spin-off qui devait sortir sur Amazon Prime, dans lequel il cherchait à caster un petit garçon dans le rôle principal. On se déplace en petite famille, Audrey, Océane, Ciel, Ohio, moi, jusque Paris. On l'accompagne à son premier casting. Et là, il le relève haut la main. Le gars dit, faut qu'il revienne. Faut qu'il revienne pour la deuxième session de casting. Donc, on revient pour la deuxième session de casting. Pareil, on dirait que c'est idée chez lui de faire du cinéma, tu vois. Il crush ça super facilement. On nous convie pour une troisième session de casting. Là, on lui donne des pages beaucoup plus compliquées à apprendre et on lui dit le réalisateur de la série va être là, ainsi que les acteurs principaux de la série Walking Dead. Ohio commence à apprendre ces pages. Il faut savoir qu'il y a déjà 1 mois entre le jour où on a lu l'annonce et ce jour-là qui s'est écoulé. Ohio, il est un peu quand même fatigué de tout ce processus, surtout que c'est en plein milieu des vacances d'été. Tu vois ce que je veux dire? En plus, moi, surtout quand il en vient au travail, j'essaye d'indépendantiser mes enfants au maximum. Je leur donne les outils pour qu'ils réussissent, mais c'est à eux de faire l'effort. Je vais pas être là à lui souffler et à être sûr qu'il retient bien de manière parfaite chaque mot qu'il y a sur la page. Non, je lui donne les 5 pages qu'il doit étudier pour la journée et je lui dis on se retrouve ce soir. Le soir, soit il a étudié, soit il n'a pas étudié, c'est pas grave, rebelote le lendemain. Je pars faire des courses, je reviens, je vois la tête d'Océane. Elle est livide. Je regarde la tête de Ciel. Ciel est livide. Je regarde la tête d'Ohio. Il est livide. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 15 minutes où je suis parti faire les courses? Non, rien. Ok, on se met à table, on commence à manger. Et là, Océane, à un moment, elle interrompt le repas et elle dit, Olivier, Ohio a quelque chose à te dire, mais il n'ose pas te le dire parce qu'il a peur de ta réaction. Là, le petit, il se met à pleurer. Sa sœur, elle le voit pleurer, elle se met à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Et là, Océane me dit, il a plus envie de faire ce casting. Je regarde Ohio, je dis c'est vrai, et il me dit ouais. Il me dit enfin, il me dit pas ouais, il me dit ouais, j'ai plus envie de le faire, c'est tous les matins je dois me réveiller, je dois apprendre mes lignes. Mais mec, oui, je sais, mais ça me fait trop stresser, papa. Ta gueule! Non, je blague, je lui ai pas dit ça, mon cœur il s'est brisé en 1000 morceaux. Le voir triste, le voir souffrir, voir tout le monde autour de la table partager sa peine, j'envoie un message à sa mère, je dis « Tu savais qu'Ohio était stressé à cause de cette situation ?» Elle lui dit « Oui, il m'a appelé ce matin, il a dit qu'il voulait plus le faire. » Là, je me suis tu pendant 5 minutes, si pas 10. Et ça a été l'une des réflexions les plus longues et les plus difficiles de ma vie. Mon instinct, j'avais envie de dire « Ohio, tu vas jusqu'au bout, sèche tes larmes, on va jusqu'au bout. » Mais jusqu'au bout, c'est quoi? Jusqu'au bout du casting? Jusqu'à obtenir un contrat d'acteur? Jusqu'à tourner une première saison, une deuxième, une troisième, une quatrième, si vraiment les gens kiffent le show sur Amazon Prime. Spoiler, ils l'ont pas kiffé, mais à ce moment-là, on ne le sait pas. Est-ce que je suis pas en train d'infliger quelque chose à mon fils? Est-ce que je suis pas en train de projeter sur lui ma façon de voir les choses, mes objectifs, peut-être des rêves enfouis de devenir acteur au cinéma? Est-ce que mon rôle en tant que protecteur n'est pas justement de mettre des barrières le plus longtemps possible avant de l'exposer au monde réel? Si jamais je lui dis « Ohio, sèche tes larmes, on va jusqu'au bout », est-ce que je suis pas en train de créer des années traumatiques qui vont le hanter tout le restant de sa vie? Au contraire, est-ce que mon rôle de père n'est pas de lui donner une leçon, de lui dire quand on veut quelque chose et qu'on se lance dans quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Et de lui apprendre que
la souffrance fait partie de l'aventure. Il y a toutes sortes de réflexions contradictoires parfois qui tournent dans ma tête à ce moment-là. Et je sais que peu importe ce que je vais dire, ce soir-là, autour de cette table, c'est un moment majeur dans la vie de mon jeune enfant. C'est quelque chose qui va le définir. Tu sais, c'est un moment crucial. C'est comme si le chemin, il se séparait en deux. Il fallait choisir, soit on va à gauche, soit on va à droite, mais c'est là. Et une fois qu'on s'embarque, peu importe le chemin, il n'y a pas de retour en arrière. Tu fais le topo de ta vie, tu te rends compte que des chemins comme ça, il y en a eu 2 ou 3 dans ta jeunesse. Il n'y en a pas 100, il n'y en a pas 1000, il n'y en a pas 10 000. Tu peux te rappeler exactement à quel moment tu as eu l'impression de t'éloigner, par exemple, de ta mère ou de ton père. Tu peux te rappeler exactement le moment où quelque chose qu'un ami t'a dit a changé ta vie pour le mieux. Tu peux te rappeler exactement d'un passage dans ta vie que tu as vécu, qui t'a fait souffrir et qui t'a fait reconsidérer les choses. Ce chemin-là, moi, je le vois très clair. Et je vois très clair que à cette table se joue l'avenir de mon fils, de ma famille et de notre relation. Donc, je prends le temps. Et avant d'arriver à la fin de cette anecdote, c'est ça que je veux enseigner via cette anecdote. C'est important de prendre le temps. Je vois beaucoup trop de pères qui prennent des décisions comme ça, tac au tac, qui disent les choses parce qu'elles le sont passées dans leur tête. Mais vous vous rendez pas compte de l'importance de vos mots? Vous vous rendez pas compte de l'importance de vos décisions? Ça coûte quoi de se taire pendant 10 minutes, de réfléchir, de se remettre en question, hein, d'évaluer les pour, les contre et donner sa décision. Peut-être que tu ne donneras pas la bonne, mais au moins tu auras pris le temps de maximiser les probabilités de donner la bonne décision. Et là, moi, la bonne décision, ou du moins la décision que j'ai donnée, j'ai fini par trancher, j'ai dit « Ohio, sèche tes larmes. On va jusqu'au bout. » Explosé en larmes, il est parti dans sa chambre. La petite, elle était dévastée parce qu'elle n'avait jamais vu son frère dans un tel état. Océane, elle m'a regardé, elle avait même pas les mots. Je sais qu'elle disait, mais t'es con, tu veux traumatiser cet enfant ou quoi? Mais moi, ce qui a fait pencher la balance, c'est que je me suis rappelé de son enthousiasme des premiers jours. Tu sais, l'enthousiasme inconditionnel, naïf, qui vient presque pas de toi, mais de l'univers, qui te pousse à vouloir faire quelque chose sans te rendre compte d'à quel point ça va être difficile. Ce que je me décide de faire, de manière volontaire et réfléchie, c'est d'associer cet enthousiasme à de la résilience. On ne s'arrête pas au premier obstacle, même s'il a l'air monstrueux. Même si, je ne l'ai pas dit ce soir-là à la table, je mets des milestones dans ma tête. Je dis, bon, phase 1, on va jusqu'au bout du casting. Et puis, si jamais il obtient un contrat, on s'assoit, on en rediscute. Et si à ce moment-là, il ne veut pas se lancer dans le tournage, il ne se lance pas. Mais c'est important d'aller jusqu'au bout du casting. Quitte à être vu comme le grand méchant, parce que je sais que mon intention est positive, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai remis tout en question, j'ai pesé le pour et le contre. La décision que j'impose à mon fils, c'est une décision que je pense à ce moment-là être positive. Je sais pas si c'est allé vraiment, tu sais jamais, t'es jamais sûr à 100%, mais je dis, quitte à mourir, je sais que je mourrai la conscience tranquille en allant vers le chemin de gauche. Le gars finit par apprendre ses lignes, je l'aide un peu plus que d'habitude parce que je me rends compte que là, c'est important et qu'il a un peu de mal à cause de tout ce que ça représente. On se dirige en famille à Paris pour l'ultime casting. Et là, à quelques minutes de rentrer dans l'agence, t'as Ciel qui trébuche et qui se casse les dents de devant. Ah, et je regarde le ciel et je vois des gouttes de pluie qui commencent à tomber. Que je dis, c'est pas possible. Comment rendre une situation stressante encore plus stressante? Mais Ohio, qui entre-temps avait appris ses lignes, était beaucoup plus confiant. On rentre dans la salle de casting, il n'y a plus que lui et un autre garçon. Les centaines de garçons qui avaient été castés pour ce rôle-là ne sont plus là, ils sont plus que 2. Le réalisateur de la série rentre dans la salle, nous dit bonjour. Les acteurs principaux de Walking Dead rentrent dans la salle, nous saluent, me serrent la main. Yo, how are you? I'm like, yeah! Un des producteurs de la série passe, voit les chaussures d'Ohio, il dit « Oh, nice shoes !» Il avait des Skechers couleur or. Ensuite, le casteur demande « Est-ce que vous voulez l'accompagner dans la salle ?» Et lui, il dit « Non, j'ai pas envie que mes parents viennent avec moi. » Il rentre dans la salle avec le casteur ainsi que tout le reste de l'équipe. Et là, 5 minutes, 10 minutes, 15, 20, 25, 30, 35, 45 minutes, 50, 55, 1 heure, ils finissent par ressortir. Le casteur vient directement me voir en disant « Votre fils a été génial. Génial. C'est incroyable. » C'est incroyable, on dirait qu'il est acteur depuis des années. Un des acteurs vient me voir et me dit « On est bluffé. Personne dans la salle ne connaissait son texte. Tout le monde avait, tu sais, les pages et les lisait. Et lui, il connaissait. Et en plus, il délivrait ses lignes avec une telle maturité et authenticité. C'était génial. Est-ce qu'il a déjà fait des films? Non, il n'a jamais fait. Wesh.
On sort de là et Ohio, il me regarde quand on est dans la rue et il me dit « Papa, this is the best day of my life. » Tu vois toute l'émotion que j'avais ce soir-là quand on était autour de la table. Les larmes ont coulé. Mais à l'intérieur, faut rester digne quand même. À l'intérieur, j'ai quand même montré une petite larme parce que là, les hommes pleurent et ça sert à rien de se cacher pour pleurer. Mais le reste des larmes, c'était à l'intérieur. Encore aujourd'hui, cette session de casting fait partie des meilleurs souvenirs de la vie d'Ohio. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Alors, il a payé le rôle parce qu'il voulait un enfant un peu plus blanc. Tu sais, un peu plus archétype français, Gavroche, tu connais. Et Ohio, il est un peu mat de peau. Il en est ressorti avec une leçon de vie et une expérience folle qui n'arrive pas à tous les gamins, qu'il gardera avec lui le restant de sa vie. Et moi aussi, j'en suis ressorti grandi, tu vois. Là, j'ai vraiment mesuré l'importance de réfléchir. De vraiment prendre le temps de réfléchir. Les mamans le font tout le temps. Les papas ne sont pas assez entraînés à le faire. En général, ils ont des valeurs, ils ont des principes. Et pendant 18 ans, ils imposent ces principes et ces valeurs à leurs enfants sans jamais les remettre en question. Et ça ne veut pas dire que quand tu vas faire une réflexion ou une remise en question, tu vas changer tes principes ou changer tes valeurs. Mais il vaut mieux le faire que ne pas le faire. Ma deuxième anecdote, c'est quelque chose que vous avez sûrement dû voir passer. Je suis en couple avec Océane. Avant ça, j'étais en couple avec une femme qui s'appelle Audrey, qui est la mère de mes enfants, Ohio et Ciel. Au début de ma relation avec Océane, Océane n'appréciait pas énormément Audrey. Audrey n'appréciait pas énormément Océane. Jusqu'au jour où, en 2022, elles ont fait une vidéo sur la chaîne YouTube d'Océane qui s'appelle « Je rencontre l'ex de mon mec » qui a bientôt 7 millions de vues. Le secret de cette vidéo, c'est quelque chose que je n'ai pas encore raconté publiquement. Tu sais, quand on parle aux gens qu'on aime, on a tendance à leur dire « je suis capable de tout faire pour toi ». On va dire à notre femme « je suis capable de faire le tour du monde pour toi ». On va dire à nos enfants « mais moi, j'irai à la guerre pour vous ». Dans la pratique, ces hommes et ces femmes parfois mentent. Ils disent qu'ils sont capables de tout faire, mais en fait, ils ne font pas tout. Énormément de couples avec des enfants qui sont séparés. Je veux dire, la configuration familiale dans laquelle on est, c'est une configuration familiale qui est même plus commune que le mariage en 2025. Il y a énormément de pères d'individus qui, une fois séparés, commencent à se détester. Le père déteste la mère déteste le père, la mère déteste la belle-mère, le père déteste le beau-père. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Ouais, mais toi, tu sors en soirée. Ouais, mais toi, tu me trompais. Ouais, mais toi, tu bois de l'alcool. Ouais, mais toi, tu X, Y, Z. Ceux qui en souffrent le plus, c'est pas ces adultes responsables et décisionnaires de leur choix, ce sont les enfants. Un enfant, quand il vient au monde, il est configuré pour aimer sa mère et son père. Tu sais, c'est dans les gènes. Il a leur patrimoine génétique au sein de son corps. Et parfois, quand un de ses parents est maltraitant, il doit faire un effort surhumain pour apprendre à le désaimer. C'est naturel, un enfant a besoin de son papa et de sa maman. Et si les deux s'entendent pas, la personne qui en souffre le plus, c'est l'enfant. Peu après notre séparation avec Audrey et avant la réconciliation, tu regardais notre dynamique familiale et il y avait cette tension. Audrey, quand elle déposait les enfants, elle les déposait au rez-de-chaussée, elle les mettait dans l'ascenseur, moi je les récupérais au 4e étage et la vie continuait. Un jour, j'étais posé au studio et je venais d'écrire une phrase qui rimait avec servir et protéger et je me suis lancé dans une réflexion quant à c'est quoi tout donner à ses enfants. Parce que en général, quand un père dit « ouais, mais moi je donne tout à mes enfants », il parle de matériel. Il parle de son temps qu'il investit dans le travail pour accumuler des ressources, pour mettre un toit au-dessus de ses enfants, de la nourriture sur la table de ses enfants, des chaussures à leurs pieds. Mais est-ce que tout donner n'inclut pas aussi donner un cadre familial stable, donner de l'émotionnel, donner de l'amour de la part du père, donner de l'amour de la part de la mère, donner du respect à la mère de tes enfants. Si tu aimes tes enfants, tu es obligé, un minimum, d'aimer la mère de tes enfants. Je suis ressorti de cette session studio en me disant « Putain, en fait, il faut que je fixe quelque chose. » Et puis là, tragédie, il y a une personne de qui j'étais assez proche parce qu'elle était la directrice artistique de mon projet à l'époque où j'étais signé dans un label et elle s'est ôté la vie. Le lendemain de la sortie de mon projet. Ça, j'en parle pas souvent, mais en fait, ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé parce que c'était vraiment une personne qui croyait en mon projet musical de manière inconditionnelle. C'est avec elle que j'avais signé au final. Elle kiffait un son par jour. Elle avait une vision sur mon développement artistique qui était tellement pertinent. Et vraiment, le lendemain de mon projet, c'est là où
Elle saute la vie. Et c'était vraiment une personne fantastique. En fait, je me suis dit déjà, putain, l'industrie de la musique, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde pour la santé mentale. Mais au-delà de ça, je me suis dit, en fait, la fin, elle peut arriver n'importe quand et elle peut arriver maintenant. Il faut absolument que ce problème-là, je le fixe maintenant. J'ai pas envie que mes enfants, même s'ils s'en rendaient pas tellement compte, j'ai pas envie que mes enfants grandissent en se disant « Ah, ben il y avait de la tension entre mes parents et du coup, nous, on avait l'impression de devoir faire un choix. » Hors de question. Et même si c'est pas garanti que si la situation continue à être comme ça, c'est comme ça que leur pensée va évoluer, je préfère avoir le risque zéro. Je préfère tout leur donner. Et donc, j'ai appelé Audrey. J'ai dit, Audrey, est-ce que ça te dirait, un de ces quatre, de t'asseoir avec Océane et moi pour qu'on puisse discuter? Elle était un peu hésitante. J'ai dit, pour le bien des enfants, elle a dit oui. Mais quand? J'ai dit, ce soir. Elle a dit, quoi? Elle a dit, ce soir. Oli, ce soir, viens, on le fait ce soir. On s'est retrouvés autour d'une table et les trois adultes qui se sont retrouvés autour de cette table ont mis leur ego de côté et ont mis l'amour en avant, le bien des enfants, pour créer un cadre stable, rempli d'amour et de respect mutuel, où il n'y a pas de tension, il n'y a que du soutien, il n'y a que du support, parce qu'il faut un village pour élever un enfant. Si 3 personnes ne savent pas se mettre d'accord, on est déjà foutu. Il faut un village. Il faut qu'on soit plus que 3 même. Pratiquement, la probabilité que tu vas te séparer du deuxième parent de tes enfants, elle est supérieure à 0,5. Alors peut-être que ça ne va pas arriver, mais il faut être préparé. Et dans le mode d'emploi de la parentalité, voilà comment il faut faire. Il faut s'entendre avec la mère de ses enfants ou le père de ses enfants. Si tu es capable de dire « Moi, je serais prêt à faire la guerre pour mes enfants », ben, tu dois être capable de faire la paix. La troisième anecdote, elle m'a appris que parfois, tu ne sais pas. Parfois, tes enfants savent mieux que toi et c'est important d'apprendre à leur faire confiance et à identifier ces moments-là où en fait, toi, tu n'as pas toutes les informations pour prendre la meilleure décision et tu dois écouter ce que eux te disent de faire. Dans notre foyer, on est bilingue, mais Ciel, très tôt, a rejoint une école francophone et donc elle était plus à l'aise à parler en français, que ce soit à l'école ou à la maison. Et petit à petit, elle a commencé à perdre son anglais, ou du moins, j'avais l'impression qu'elle perdait son anglais parce qu'elle ne pétait plus un mot d'anglais. Que français sur français sur français sur français. Sauf que dans cette école, ses camarades de classe, en plus de faire du body shaming, étaient assez racistes. Elle s'amusait à faire des classements de beauté où elle mettait Ciel en avant-dernière parce qu'elle avait la peau un peu brun et les cheveux pas raides. La dernière, c'était elle, à Renoir. Nous, en tant que parents, on n'était pas au courant jusqu'au jour où Ciel, un jour, elle rentre et elle dit « Putain, je suis trop moche ». Je lui dis « Mais pourquoi tu dis ça ?» Et elle me parle des remarques et des classements que ses copines s'amusent à faire. On décide directement de l'inscrire dans l'école de son frère avec 2 particularités. 1, c'est que le minerval, il est super élevé. Et 2, que ce sont des études en anglais. Ohio était déjà dans cette école parce que lui, il avait commencé sa scolarité en Angleterre, dans le système anglais, et on voulait qu'il puisse la continuer comme ça. Si elle a commencé sa scolarité directement en français. Ma plus grande peur, c'était que si elle, qui pète pas un mot d'anglais, se retrouve injustement en retard dans sa scolarité à cause de ce décalage de langue. Et tout ça à cause de petites pétasses racistes. Et le jour où on va pour visiter l'école, tu sais, tu passes une demi-journée dans ta future classe, la directrice accueille Ciel, « Hello, how are you today ?» Et Ciel répond, « Oui ». Tu sais le genre de réponse que tu réponds quand tu parles pas la langue. Moi, je lui donne un coup de coude, je dis « Mais vas-y, essaye de parler en anglais un peu ». Elle me dit « Non ». Et pendant toute la demi-journée, elle n'a pas pété un seul mot. Quand on rentre dans la voiture, j'essaye de m'assurer que la journée s'est bien passée pour Ciel et je lui dis « Ça s'est bien passé ?» Elle me dit « Oui ». Je lui dis « Est-ce que tu as parlé ?» Elle me dit « Non ». Je lui dis « Mais comment tu peux dire que ça s'est bien passé ?» Elle dit « Non, ça s'est très bien passé ». Je lui dis « T'es sûr que tu vas aller à cette école sachant que tu vas parler anglais ?» Elle me dit « Oui ». Je dis « Ça va pas être difficile pour toi ?» Elle me dit « Non ». Donc elle finit par intégrer l'école. Moi, je préviens tout le monde, hein, sa mère, Océane, mon père, ma mère. Je dis si elle va avoir un peu plus de challenge parce que déjà, elle quitte une école où c'était difficile au niveau humain. Maintenant, elle intègre une école où ça va être difficile au niveau de la langue. Il va falloir un peu l'aider. Il va falloir être un peu plus là pour elle. Il va falloir faire un peu plus attention. Si vous pouvez essayer de lui parler en anglais, n'hésitez pas. La première semaine, elle rentre de l'école. Je dis « Yo, how was it ?» Elle me répond en français « C'était bien ». Je lui dis « Oh, did you speak English ?» Elle me dit « Non ». Pareil la deuxième semaine, pareil la troisième semaine. Et chaque fois, elle me dit « Mais t'inquiète pas, ça se passe bien ». Je dis « Are you sure ?» Elle me dit « Oui, je suis sûr, mais je t'entends pas plus parler anglais à la maison, donc comment tu fais à l'école ?» Elle dit « Je parle pas ». Le pire pour moi dans l'histoire, c'est que vu que le système francophone et le système anglophone ne sont pas tout à fait alignés, elle saute une classe. Et la classe la plus importante, celle où tu apprends à écrire et à lire. Elle se retrouve dans une classe où tous ses camarades de classe savent déjà écrire les lettres, écrire des mots, lire des mots, etc. Et elle sait rien lire, rien écrire. Et chaque fois, je lui demande si ça se passe bien. Elle me dit, ça se passe très bien. Et chaque fois que je lui dis, viens, parle en anglais, elle me dit non. Je finis par avoir un rendez-vous avec sa prof.
Et quand je rencontre sa prof me dit que si elle, c'est une des meilleures élèves de la classe. Pardon? Bah ouais, si elle, elle est tranquille, hein? Pas de stress. Et est-ce qu'elle parle? Ben oui, elle parle. Elle parle quelle langue? Anglais. Anglais, couramment. Pardon? Donc moi, ça fait des mois, je vis avec une peur, une boule au ventre, croyance que ma fille, elle part à l'école et qu'elle lutte et que peut-être elle internalise des émotions, etc. Alors qu'en fait, ça se passe très bien. Et il n'y a rien de surprenant. Ma fille me le disait. Elle me disait, ça se passe très bien. Avant même d'intégrer l'école, ma fille savait que ça allait bien se passer. Moi, en tant que père, je me faisais des idées basées sur la construction de mon interprétation du monde, qui, dans ce cas-là, était faussée. Et en vrai, qui avait l'information de ses capacités en anglais? C'était elle. À partir du moment où elle me disait « ça va bien se passer », ça allait bien se passer. Parfois, en tant que père, tu n'as pas toutes les informations. Et c'est important d'écouter, et au-delà d'écouter, d'entendre. D'entendre ce que tes enfants te disent. Parce que eux, dans certains cas, ils savent. Et là, elle savait. Si elle me dit « papa, je suis capable de monter le mont Everest », je la crois. De toute façon, Inoxtag l'a fait, tu vois. À partir de ce moment-là, tout le monde peut le faire, hein, tu vois. Tu prends 2, 3... 99% du temps, je me trompe pas sur mes enfants. 99% du temps, je me trompe pas sur mes réflexions. 99% du temps, l'éducation, elle est instinctive. Mais ces petits pourcentages-là qui arrivent d'incertitude, de vulnérabilité au final dans la parentalité, ce sont des informations qu'en général, on ne partage pas. Et c'est pour ça que je cherche à les regrouper dans cette vidéo et à vous les transmettre. La quatrième anecdote, elle est un peu plus difficile pour moi à vous raconter parce qu'elle part d'une idée, une réflexion négative qui a traversé ma pensée. Et je me suis toujours senti coupable d'avoir pu ressentir ou d'avoir pu penser ça. Ohio avait entre 2 et 3 ans, peut-être 3 ans. Et un jour, il nous fait une crise, à sa mère et moi, pas possible. Il commence à crier, à pleurer, à se rouler par terre, à taper sur le sol, à taper sur le mur, mais pas 5 minutes, pas 10 minutes, pas 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Et il faut savoir quelque chose avec Ohio, c'est que ça a toujours été, avant cette crise, un enfant calme. Je me rappelle plus trop comment ça a commencé, mais à un moment, je lui dis, bah, écoute, Ohio, si tu continues comme ça, tu vas dans ta chambre. Et là, il commence à hurler, je veux ma maman. Sa mère était juste là. Mais je veux ma maman, je te déteste. Pardon? En plus, en anglais, donc en anglais, c'est encore pire, tu vois. I hate you. Je te dis juste d'aller dans ta chambre, mec. Je le prends, je l'emmène dans sa chambre. Je dis, hey, faut que tu te calmes. Il me dit, I hate you. I love mommy. I just want mommy. I just want mommy. Et il commence à parler comme ça, en boucle et en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Et je l'ai regardé. Et là, dans ma tête, ça faisait déjà des heures que ça durait. Dans ma tête, ça a dit, tu lui mets une gifle, le gars ferme sa gueule. C'est ça qui est passé dans ma tête. Mets-lui une gifle, il va fermer sa gueule. Il va tellement être choqué, il va fermer sa gueule. Et puis j'ai eu, tu connais, je pense à ce stade-ci, tu connais mes réflexions internes. Je me suis dit, mais non, j'ai jamais frappé mon enfant. C'est mal de frapper les enfants, ou du moins, c'est ce que je pense. Je peux pas là abandonner mes principes et lui mettre une gifle, juste sous prétexte que ça va être un peu plus confortable pour sa mère et moi. Qu'est-ce qui va se passer une fois que je lui mets la gifle? Qu'est-ce qu'il va en tirer comme leçon? Et le gars avait 3 ans. Hein. Et donc, je décide, mais de manière volontaire, mais je te jure, c'est peut-être mal de dire ça, peut-être je vais me faire cancel ou quoi, mais je te jure que la gifle, elle pouvait partir à tout moment. Donc, je me bats contre moi-même, je me bats contre les choses qui m'ont été inculquées, pas nécessairement par mon père et ma mère, mais je veux dire par la génération dans laquelle on a grandi, hein. Moi, à l'école, avec mes amis d'origine africaine, on rigolait souvent que « ouais, recevoir la ceinture, tu vois, c'est normal, c'est ça qui solidifie un homme. » Donc, j'ai dû me battre avec, peut-être pas des convictions, mais des choses qui existent dans mon psyché et aller à l'encontre de ce qui était naturel pour moi de faire. C'était lui mettre une gifle à ce moment-là. Et encore une fois, à ce moment-là, je ne l'avais jamais frappé. Et je me suis retenu. Non sans mal, hein. J'ai pas envie qu'on me cancelle, mais vraiment... C'était pas facile de m'asseoir devant cet enfant en crise, de le regarder et de lui dire « Est-ce que tu veux en parler ?» « Non, je ne veux pas en parler. I hate you. » Ok, bah écoute Ohio, moi je vais rester là. Et à partir du moment où tu seras disponible pour avoir un échange, on aura cet échange. Mais sache que je suis avec toi. Et si tu as des choses sur le cœur à exprimer, n'hésite pas à les exprimer. Et si c'est crier, pleurer, me casser les oreilles, faire chier la maison et le voisinage, vas-y. Mais à un moment, ça va s'arrêter. Je ne savais pas si ça allait s'arrêter.
Je savais pas si ça allait s'arrêter ou si mon enfant, il était cassé et que dorénavant, il allait me faire des crises comme ça tous les jours. Mais éventuellement, il s'est calmé. Éventuellement, il s'est calmé, tu vois. Éventuellement, il avait plus de larmes à sortir. Éventuellement, il avait plus de cris à sortir. Et éventuellement, il était prêt à discuter ou du moins à dire I'm sad. Et je l'ai pris dans mes bras et je lui ai demandé comment il se sentait réellement. Et il m'a dit, je me sens triste. Et je lui ai demandé si sa crise l'a aidé à se sentir moins triste. Et il m'a répondu non. It made me sadder. Donc lui-même, à 3 ans, il avait le recul à ce moment-là nécessaire pour dire qu'en fait, la crise qu'il venait de traverser, où il essayait en fait de communiquer quelque chose, un sentiment de tristesse, et je me rappelle plus c'était quoi l'histoire. Je me rappelle plus vraiment c'était quoi l'histoire de base. Mais il s'était rendu compte que cette crise ne lui avait pas permis d'évacuer, et au contraire, l'avait rendu beaucoup plus triste. Et il s'est excusé directement. Il a dit « I'm sorry for what I said. I didn't mean it. » Et j'ai dit « C'est pas grave. C'est pas grave. Si tu as quelque chose à exprimer, tu as le droit et tu devrais avoir l'espace de l'exprimer. » Et il y a beaucoup de parents, tu sais, sur Internet qui disent « Non, c'est pas comme ça qu'on doit éduquer les enfants. Parce que si on leur laisse l'espace pour pleurer à tout bout de champ, ils vont pleurer à tout bout de champ. » Non. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En lui donnant l'espace d'exprimer ses émotions, il a arrêté de faire des crises. Il n'a plus jamais refait une crise comme ça 10 ans plus tard. Plus jamais. Je vois des gosses là à 8 ans, là, ils se roulent par terre, etc. Mon enfant n'a plus jamais fait ça. C'est la seule et unique fois où il a fait. Pourtant, il a l'espace de le faire tous les jours que Dieu veut. Ce que je me suis rendu compte, c'est que ce jour-là, si je lui avais donné la gifle, on n'aurait jamais eu cette discussion et lui-même ne serait jamais venu à la conclusion qu'il n'aime pas être dans cette émotion-là. Et moi-même, j'étais agréablement surpris. T'imagines si j'avais mis un stop? Si j'avais pas laissé l'histoire s'écrire comme elle devait s'écrire, que j'avais laissé ma pulsion reptilienne prendre le dessus, lui mettre une gifle et dire « C'est comme ça, maintenant, t'arrêtes de nous casser les couilles, t'apprendras pour la suite. » Non. On a laissé l'histoire s'écrire et lui-même, il est venu à cette conclusion. Et moi-même, j'ai accepté de lui donner cet espace, j'ai accepté de concilier, j'ai accepté que chaque fois qu'il fera une crise, je prendrai sur moi et le gars n'en a plus jamais fait. Plus jamais. Plus jamais. Donc en fait, quand on dit frapper les enfants, c'est mal, on sait que c'est mal, on l'a intégré, mais je pense que c'est ça qui se passe. Et il y a encore des parents qui mettent des gifles à leurs enfants et qui disent « c'est comme ça, tu sais, en Afrique, tu sais, au Maghreb, tu sais, moi, je bouffais des clémentines. » Il y a encore des parents qui le font. Et juste parce qu'aujourd'hui, les gens, ils savent qu'ils peuvent se faire cancel s'ils en parlent publiquement, ils n'en parlent pas, mais ça existe encore aujourd'hui. Il faut que ça cesse, faut que ça s'arrête. Et au-delà de faut que ça cesse, faut que ça s'arrête, c'est si toi, tu es un parent et que tu te retrouves dans cette situation, pense à ce message-ci. Laisse l'histoire s'écrire jusqu'au bout parce qu'à un moment, ton fils ou ta fille n'aura plus de larmes dans son corps. Un moment, ton fils ou ta fille va reconnecter avec sa façon d'être, qui est de raisonner, qui est de parler, qui est d'être, tu vois, hors de l'état émotionnel. Toi, ton devoir en tant que père ou en tant que mère, c'est d'être patient. Et cette patience, combien même elle se compte en minutes, combien même elle se compte en heures, combien même elle se compte en jours, combien même elle se compte en semaines, c'est toujours qu'une goutte d'eau à l'échelle d'une vie. C'est d'ailleurs, putain, c'est hyper morbide cet épisode, mais suite au décès de mon grand-père à la messe, je tenais Ohio quand il était tout petit, là il avait 1 an peut-être. Je le tenais dans les bras et il pleurait. Et tu sais, j'essayais de le faire taire parce que tout le monde est là en train de prier. Et c'est une meuf qui est venue me voir et qui a dit « C'est un enfant, il a le droit de pleurer. Ne lui enlève pas ça. » Et en fait, elle avait raison. Elle avait raison. Je l'ai laissé chialer. De toute façon, le grand-père, il est mort. Il a le droit de chialer, non? Enfin, bref. La 5e anecdote, elle est courte. Elle est minuscule et je vous l'ai préchotée dans l'intro. Mais depuis leur naissance, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, je dis « Je t'aime » à ces enfants. Et j'ai jamais regretté un seul « Je t'aime ».